Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, nous allons continuer la lecture donc du roman de Émile Zola, donc La Terre. Émile Zola, ou plus exactement, et pour faire plus simple, Émile Édouard Charles Antoine Zola, est un écrivain et journaliste français né à Paris le 2 avril 1840 et décédé dans la même ville le 29 septembre 1902. Il est considéré comme le leader du naturalisme. C'est l'un des romanciers et journalistes français les plus populaires, les plus publiés, traduits et commentés au monde. Ces romans ont notamment connu beaucoup d'adaptations au cinéma, à la télévision, mais aussi au théâtre. Pour le roman La Terre, donc, il a eu une adaptation donc, en France, dirigée par le réalisateur André Antoine. Il est sorti sur les écrans parisiens donc, en 1921. La Terre est donc sans doute le roman le plus violent d'Émile Zola. Il y dresse ici un portrait féroce du monde des paysans. Tout l'ouvrage est empreint d'une bestialité propre à choquer les lecteurs de l'époque. Les accouplements d'animaux se mêlant à ceux des humains. Ça a une tendance un petit peu érotique, de l'érotisme animalier. Donc nous allons continuer la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, #VBN, ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Nous allons continuer la lecture. Bon, reprit-elle, la herse doit y être. Puis, comme le garçon rejoignait la petite paysanne et qu'il s'éloignait à la file dans les 3 sentiers, elle leur cria encore de sa voix chaude de farceuse. Pas de danger, hein, si vous vous perdez ensemble. La petite connaît le bon chemin. Derrière eux, la cour de la ferme redevint déserte. Ni l'un ni l'autre n'avait ri, cette fois. Ils marchaient lentement avec le seul bruit de leurs souliers butant contre les pierres. Lui ne voyait d'elle que sa nuque enfantine, ou frisée de petits cheveux noirs sous le bonnet rond. Enfin, au bout d'une 50aine de pas, elle a tort d'attraper les autres sur les hommes, dit Françoise, posément. J'aurais pu lui répondre. Et se tournant vers le jeune homme, le dévisageant d'un air de malice, c'est vrai, n'est-ce pas, qu'elle en fait porter à Monsieur Hourdequin, comme si elle était sa femme déjà. Vous en savez peut-être bien quelque chose, vous. Il se troubla. Il prit une mine sotte. Dame, elle fait ce qui lui plaît, ça la regarde. Françoise, le dos tourné, s'était remise en marche. Ça, c'est vrai. Je plaisante. Parce que vous pourriez être quasiment mon père et que ça ne tire pas à conséquence. Mais voyez-vous, depuis que Buteau a fait sa cochonnerie à ma sœur, j'ai bien juré que je me couperais plutôt les 4 membres que d'avoir un amoureux. Jean hocha la tête et ils ne parlèrent plus. Le petit champ du poteau se trouvait au bout du sentier, à moitié chemin de Rogne. Quand il y fut, le garçon s'arrêta. La herse l'attendait. Un sac de semences était déchargé dans un sillon. Il y remplit son semoir en disant « Adieu alors ». « Adieu », répondit Françoise. « Encore merci ». Mais il fut pris d'une crainte. Il se redressa et cria. « Dis donc, si la coliche recommençait, veux-tu que je t'accompagne jusque chez toi ?» Elle était déjà loin. Elle se retourna, jeta de sa voix calme et forte au travers du grand silence de la campagne. « Non, non, inutile, plus de danger. Elle a le sac plein. »
Oui, parce qu'elle venait de se faire remplir par le taureau. Voilà, je résume un petit peu l'acte précédent. Jean, le semoir noué sur le ventre, s'était mis à descendre la pièce de labour avec le geste continu, l'envolée du grain. Et il levait les yeux. Il regardait Françoise décroître parmi les cultures, toute petite derrière sa vache indolente, qui balançait son grand corps. Lorsqu'il remonta, il cessa de la voir. Mais au retour, il la retrouva, rapetissée encore, si mince qu'elle ressemblait à une fleur de pissenlit avec sa taille fine et son bonnet blanc. 3 fois de la sorte, elle diminua. Puis, il la chercha. Elle avait dû retourner devant l'église. 2 heures sonnèrent, le ciel restait gris, sourd et glacé, et des pelletées de cendres fines paraissaient y avoir enseveli le soleil pour de longs mois, jusqu'au printemps. Dans cette tristesse, une tache plus claire pâlissait les nuages vers Orléans, comme si de ce côté le soleil eût resplendi quelque part à des lieues. C'était sur cette enchancrure blême que se détachait le clocher de Rognes, tandis que le village des Vallées, caché dans le pli invisible du vallon de l'Aigre, mais vers Chartres, au nord, la ligne plate de l'horizon gardait sa netteté de traits, coupant à la vie, entre l'uniformité terreuse du vaste ciel et le déroulement sans bornes de la Beauce. Depuis le déjeuner, le nombre de semeurs semblait y avoir grandi. Maintenant, chaque parcelle de la petite culture avait le sien. Ils se multipliaient, pullulaient, comme de noires fourmis laborieuses, mises en l'air par quelque gros travail, s'acharnant sur une besogne démesurée, géante à côté de leur petitesse. Et l'on distinguait pourtant, même chez les plus lointains, le geste obstiné, toujours le même, cet entêtement d'insectes en lutte avec l'immensité du sol, victorieux à la fin de l'étendue et de la vie. Jusqu'à la nuit tombée, Jean sema. Après le chant du poteau, ce fut celui des rigoles et celui des 4 chemins. Et il allait, il venait, à longs pas rythmés dans les labours, et le blé de son semoir s'épuisait, la semence derrière lui fécondait la terre. La maison de M. Bailhache, notaire à Cloyes, était située rue Grouez, à gauche, en allant à Châteaudun, une petite maison blanche d'un seul étage, au coin de laquelle était fixée la corde de l'unique réverbère qui éclairait cette large rue pavée, déserte en semaine, animée le samedi du flot des paysans venant au marché. De loin, on voyait luire les 2 panonceaux sur la ligne crayeuse des constructions basses, et derrière un étroit jardin descendait jusqu'au Loir. Ce samedi-là, dans la pièce qui servait d'étude et qui donnait sur la rue, à droite du vestibule, le petit Claire, un gamin de 15 ans, chétif et pâle, avait relevé l'un des rideaux de mousseline pour voir passer le monde. Les 2 autres Claires, un vieux ventru et très sale, un plus jeune, décharné, ravagé de bile, écrivait sur une double table de sapin noirci qui composait tout le mobilier avec 7 ou 8 chaises et un poêle de fonte qu'on allumait seulement en décembre, même lorsqu'il neigeait à la Toussaint. Les casiers dont les murs étaient garnis, les cartons verdâtres, cassés aux angles, débordant de dossiers jaunes, empoisonnaient la pièce d'une odeur d'encre gâtée et de vieux papiers mangés de poussière. Et cependant, assis côte à côte, 2 paysans, l'homme et la femme, attendaient dans une immobilité et une patience pleine de respect. Tant de papiers, et surtout ces messieurs écrivant si vite, ces plumes craquant à la fois, les rendaient graves en remuant en eux des idées d'argent et de procès. La femme âgée de 34 ans, et non de 30-40 ans,
très brune, de figure agréable, gâtée par un grand nez, avait croisé ses mains sèches de travailleuse sur son caraco de drap noir, bordé de velours. Et de ses yeux vifs, elle fouillait les coins, avec l'évidente rêverie de tous les titres de biens qui dormaient là. Tandis que l'homme, de 50 ans plus âgé, je vais avoir un problème avec les chiffres, donc de 50 ans plus âgé, bien sûr, de 5 ans plus âgé, roux et placide, en pantalon noir et en longue blouse de toile bleue, toute neuve, tenait sur ses genoux son chapeau de feutre rond, sans que l'ombre d'une pensée animât sa large face de terre cuite, rasée soigneusement, trouée de deux gros yeux bleu faïence, d'une fixité de bœuf au repos. Mais une porte s'ouvrait. Madame Baïhache, qui venait de déjeuner en compagnie de son beau-frère, le fermier Hourdequin, parut très rouge, frais encore pour ses 50 ans. Avec ses lèvres épaisses, ses paupières bridées, dont les rides faisaient rire continuellement son regard. Il portait un binocle et avait le continuel geste maniaque de tirer les longs poils, grisonnants, de ses favoris. Alors, 2 secondes. Donc, de ses favoris, le notaire de Poissy-Mallet a été un des informateurs du romancier, mais celui-ci l'a également pris pour modèle. Dans l'ébauche, il note le notaire prend Mallet. Voilà, apparemment, ce serait un des informateurs du romancier. Ah, c'est vous, de l'homme, dit-il, le père Fouan. C'est donc décidé au partage. Ce fut la femme qui répondit. Mais oui, monsieur Baïhache, nous avons tous rendez-vous pour tomber d'accord et pour que vous nous disiez comment on fait. Bon, Fanny, on va voir. Il n'est qu'une heure à peine. Il faut attendre les autres. Et le notaire causa un instant encore, demandant le prix du blé en baisse depuis 2 mois, témoignant à Delhomme la considération amicale due à un cultivateur qui possédait une 20aine d'hectares, un serviteur et 3 vaches. Puis il rentra dans son cabinet. Les clercs n'avaient pas levé la tête, exagérant les craquements de leurs plumes. Et de nouveau, les Delhomme attendirent immobiles. C'était une chanceuse, cette Fanny, d'avoir été épousée par un amoureux honnête et riche, sans même être enceinte. Elle qui, pour sa part, n'espérait du père Fouan que 3 hectares environ. Son mari, du reste, ne se repentait pas, car il n'aurait pu trouver une ménagère plus intelligente ni plus active, au point qu'il se laissait conduire en toutes choses, d'esprit borné mais si calme, si droit, que souvent à Rogne, on le prenait pour un arbitre. À ce moment, le petit clerc, qui regardait dans la rue, étouffa un rire entre ses doigts, en murmurant à son voisin, le vieux ventru et très sale. Oh, Jésus-Christ! Vivement, Fanny s'était penchée à l'oreille de son homme. Tu sais, laisse-moi faire. J'aime bien papa et maman, mais je ne veux pas qu'ils nous volent. Et méfions-nous de Buteau et de cette canaille d'Hyacinthe. Elle parlait de ses 2 frères. Elle avait vu par la fenêtre arriver l'aîné, cette Hyacinthe, que tout le pays connaissait sous le surnom de Jésus-Christ, un paresseux et un ivrogne qui, à son retour du service, après avoir fait les campagnes d'Afrique, s'était mis à battre les champs, refusant tout travail régulier, vivant de braconnage et de maraude, comme s'il eût rançonné encore un peuple tremblant de bédouins. Un grand gaillard entra, dans toute la force musculeuse de ses 40 ans. Les cheveux bouclés, la barbe en pointe, longue et inculte, avec une face de Christ ravagé, un Christ soulard, violeur de filles et détrousseur de grandes routes.
Depuis le matin à Cloy, il était gris déjà, le pantalon boueux, la blouse ignoble de taches, une casquette en loques renversée sur la nuque, et il fumait un cigare d'un sou, humide et noir qui empestait. Cependant, au fond de ses beaux yeux noyés, il y avait de la goguenardise, pas méchante, le cœur ouvert d'une bonne crapule. « Alors le père et la mère ne sont pas encore là ?» demanda-t-il. Et comme le clerc maigre, jauni de bile, lui répondait rageusement d'un signe de tête négatif, il resta un instant le regard au mur, tandis que son cigare fumait tout seul dans sa main. Il n'avait pas eu un coup d'œil pour sa sœur et son beau-frère, qui eux-mêmes ne paraissaient pas l'avoir vu entrer. Puis sans ajouter un mot, il sortit. Il alla attendre sur le trottoir. Oh, Jésus-Christ, Jésus-Christ, répéta en faux bourbon le petit clerc, le nez vers la rue, l'air de plus en plus amusé du sobriquet qui éveillait en lui des histoires drôles. Mais 5 minutes à peine se passèrent, les foins arrivèrent enfin, 2 vieux au mouvement ralenti et prudent. Le père, jadis très robuste, âgé de 70 ans aujourd'hui, s'était desséché et rapetissé dans un travail si dur, dans une passion de la terre si âpre que son corps se courbait comme pour retourner à cette terre, violemment désirée et possédée. Pourtant, sauf les jambes, et il était gaillard encore, bien tenu, ses petits favoris blancs en pattes de lièvre correctes, avec le long nez de la famille qui aiguisait sa face maigre au plan de cuir coupé de grands plis. Et dans son ombre, ne le quittant pas d'une semelle, la mère, plus petite, semblait être restée grasse, le ventre gros d'un commencement d'hydropisie. Le visage couleur d'avoine, troué d'yeux ronds, d'une bouche ronde, d'une infinité de rides serrées, ainsi que des bourses d'avare. Stupide, réduite dans le ménage à un rôle de bête docile et laborieuse, elle avait toujours tremblé devant l'autorité despotique de son mari. « C'est donc vous !» s'écria Fanny, qui se leva. Delhomme avait également quitté sa chaise. Et derrière les vieux, Jésus-Christ venait de réapparaître. Se dandinant sans une parole, il écrasa le bout de son cigare pour éteindre, puis fourra le fumeron empesté dans une poche de sa blouse. « Alors, nous y sommes, dit Fouan. Il ne manque que Buteau. Jamais à l'heure, jamais comme les autres, ce bougre-là. Je l'ai vu au marché, déclara Jésus-Christ, d'une voix enrouée par l'eau-de-vie. Il va venir. Buteau, le cadet, âgé de 27 ans, devait ce surnom à sa mauvaise tête, continuellement en révolte, s'obstinant dans des idées à lui, qui n'étaient celles de personne. Même gamin, il n'avait pu s'entendre avec ses parents. Et plus tard, après avoir tiré un bon numéro, il s'était sauvé de chez eux pour se louer. D'abord à la borderie, ensuite à la chamade. Mais comme le père continuait de gronder, il entra, vif et gai, chez lui. Le grand nez des Fouans s'était aplati, tandis que le bas de la figure, les maxillaires, s'avançaient en mâchoires puissantes de carnassier. Les tempes fuyaient. Tout le haut de la tête se resserrait, et derrière le rire gaillard de ses yeux gris, il y avait déjà de la ruse et de la violence. Il tenait de son père le désir brutal, l'entêtement dans la possession aggravé par l'avarice étroite de sa mère. À chaque querelle, lorsque les 2 vieux l'accablaient de reproches, il leur répondait « Fallait pas me faire comme ça. » « Dites donc, il y a 5 lieues de la chamade à Cloy, répondit-il au grognement. « Et puis quoi? J'arrive en même temps que vous. Est-ce qu'on va encore me tomber sur le dos ?» Maintenant tous se disputaient, criaient de leur voix perçante et haute. Habitués au plein vent, débattaient leurs affaires absolument comme s'ils se fussent trouvés chez eux. Les clercs incommodés leur jetaient des regards obliques lorsque le notaire vint au bruit, ouvrant de nouveau la porte de son cabinet. « Vous y êtes tous ? Allons, entrez. Ce cabinet, donné sur le jardin,
la mince bande de terre qui descendait jusqu'au Loir, dont on apercevait au loin les peupliers sans feuilles. Ornant la cheminée, il y avait une pendule de marbre noir entre des paquets de dossiers. Et rien autre que le bureau d'acajou, un cartonnier et des chaises. Tout de suite, M. Baye-H s'était installé à ce bureau, comme à un tribunal, tandis que les paysans entraient à la queue, hésitaient, louchaient, je ne sais pas trop bien le faire, en regardant les sièges, avec l'embarras de savoir où et comment ils devaient s'asseoir. Voyons. Asseyez-vous. Alors, poussés par les autres, Fouan et Rose se trouvèrent au premier rang sur 2 chaises. Fanny et Delhomme se mirent derrière, également côte à côte, pendant que Buteau s'isolait dans un coin contre le mur et qu'Hyacinthe, seule, restait debout, devant la fenêtre dont il bouchait le jour, de ses larges épaules. Mais le notaire, impatienté, l'interpella familièrement. « Asseyez-vous donc, Jésus-Christ !» Et il dut entamer l'affaire le premier. « Ainsi, père Fouan, vous vous êtes décidé à partager vos biens de votre vivant entre vos 2 fils et votre fille. » Le vieux ne répondit point. Les autres demeurèrent immobiles. Un grand silence se fit. D'ailleurs, le notaire, habitué à ces lenteurs, ne se hâtait plus, lui non plus. Sa charge était dans la famille depuis 250 ans. Les Baye-H, de père en fils, s'étaient succédés à Cloyes. D'antiques sang bosserons, prenant de leur clientèle paysanne la pesanteur réfléchie, la circonspection sournoise qui noie de longs silences et de paroles inutiles le moindre débat. Il avait ouvert un canif. Il se rognit les ongles. « N'est-ce pas ? Il faut croire que vous vous êtes décidé, » répéta-t-il enfin, les yeux fixés sur le vieux. Celui-ci se tourna, eut un regard sur tous, avant de dire en cherchant les mots. « Oui, ça se peut bien, monsieur Baye-H. Je vous en avais parlé à la moisson. Vous m'aviez dit d'y penser davantage. J'y ai pensé encore et je vois qu'il va falloir tout de même en venir là. » Il expliqua pourquoi en phrases interrompues, coupées de continuelles incidentes. Mais ce qu'il ne disait pas, ce qui sortait de l'émotion refoulée dans sa gorge, c'était la tristesse infinie, la rancune sourde, le déchirement de tout son corps, à se séparer de ses biens, si chaudement convoités avant la mort de son père, cultivés plus tard avec un acharnement de Ruth, augmenté ensuite lopin à lopin au prix de la plus sordide avarice. Telle parcelle représentait des mois de pain et de fromage, des hivers sans feu, des étés de travaux brûlants, sans autre soutien que quelques gorgées d'eau. Il avait aimé la terre en femme qui tue, et pour qui on assassine. Ni épouse, ni enfant, ni personne, rien d'humain. La terre. Et voilà qu'il avait vieilli, qu'il devait céder cette maîtresse à ses fils, comme son père la lui avait cédée à lui-même, enragé de son impuissance. Voyez-vous, monsieur Baye-H, il faut se faire une raison. Les jambes ne vont plus, les bras ne sont guère meilleurs, et dame, la terre en souffre. Ça aurait encore pu marcher si l'on s'était entendu avec les enfants. Il jeta un coup d'œil sur Buteau et sur Christ, qui ne bougèrent pas, les yeux au loin, comme à 100 lieues de ce qu'il disait. Mais quoi ? Voulez-vous que je prenne du monde, des étrangers qui payeront chez nous ? Non, les serviteurs, ça coûte trop cher, ça mange le gain au jour d'aujourd'hui. Moi, je ne peux donc plus. Cette saison tenait. Des 19 septiers que je possède, eh bien, j'ai eu à peine la force d'en cultiver le quart. Juste de quoi manger, du blé pour nous et de l'herbe pour les 2 vaches. Alors ça me fend le cœur de voir cette bonne terre qui se gâte. Oui, j'aime mieux tout lâcher que d'assister à ce massacre. Sa voix s'étrangla.
Il eut un grand geste de douleur et de résignation. Près de lui, sa femme soumise, écrasée par plus d'un demi-siècle d'obéissance et de travail écouté. L'autre jour, continua-t-il, en faisant ses fromages, Rose est tombée le nez dedans. Moi, ça me casse, rien que de venir en carriole au marché. Et puis la terre, on ne l'emporte pas avec soi quand on s'en va. Faut la rendre, faut la rendre. Enfin, nous avons assez travaillé, nous voulons crever tranquille, n'est-ce pas, Rose? C'est ça même, comme le bon Dieu nous voit, dit la vieille. Un nouveau silence régna, très long. Le notaire achevait de se couper les ongles. Il finit par remettre le canif sur son bureau en disant « Oui, ce sont des raisons raisonnables. On est souvent forcé de se résoudre à la donation. Je dois ajouter qu'elle offre une économie aux familles, car les droits d'héritage sont plus forts que ceux de la démission de biens. » Buteau, dans son affectation d'indifférence, ne put retenir ce cri. « Alors c'est vrai, Monsieur Bailhache. Mais sans doute, vous allez y gagner quelques centaines de francs. » Les autres s'agitèrent, le visage de l'homme lui-même s'éclaira, tandis que le père et la mère partageaient aussi cette satisfaction. C'était entendu, l'affaire était faite du moment que ça coûtait moins. Il me reste à vous présenter les observations d'usage, ajouta le notaire. Beaucoup de bons esprits blâment la démission de biens qu'ils regardent comme immorale car ils l'accusent de détruire les liens de famille. On pourrait en effet citer des faits déplorables. Les enfants se conduisent des fois très mal lorsque les parents se sont dépouillés. Les deux fils et la fille l'écoutaient, la bouche ouverte, avec des battements de paupières et un frémissement des joues. Que papa garde tout s'il a ses idées, interrompit sèchement Fanny, très susceptible. Nous avons toujours été dans le devoir, dit Buteau. Et ce n'est pas le travail qui nous fait peur, déclara Jésus-Christ. D'un geste, Monsieur Bailhache les calma. Laissez-moi donc finir. Je sais que vous êtes de bons enfants, des travailleurs honnêtes. Et avec vous, il n'y a certainement pas de danger que vos parents se repentent un jour. Il n'imitait aucune ironie. Il répétait la phrase amicale que 25 ans d'habitude professionnelle arrondissaient sur ses lèvres. Mais la mère, bien qu'elle n'eût pas semblé comprendre, promenait ses yeux bridés de sa fille à ses deux fils. Elle les avait élevés tous les trois, sans tendresse, dans une froideur de ménagère qui reproche aux petits de trop manger sur ce qu'elle épargne. Le cadet, elle lui gardait rancune de ce qu'il s'était sauvé de la maison lorsqu'il gagnait enfin. La fille, elle n'avait jamais pu s'accorder avec elle, blessée de se heurter à son propre sang à une gaillarde active, chez qui l'intelligence du père s'était tournée en orgueil et son regard ne s'adoucissait qu'en s'arrêtant sur l'aîné. Ce chenapan qui n'avait rien d'elle, ni de son mari, cette mauvaise herbe poussée, on ne savait d'où. Et que peut-être, pour cela, elle excusait et préférait. Fouan, lui aussi, avait regardé ses enfants, l'un après l'autre, avec le sourd malaise de ce qu'il ferait de son bien, la paresse de l'ivrogne l'angoissait, moins encore que la convoitise jouisseuse des deux autres. Il hocha sa tête tremblante. À quoi bon se manger le sang, puisqu'il le fallait. Maintenant que le partage est résolu, reprit le notaire, il s'agit de régler les conditions. Êtes-vous d'accord sur la rente à servir ? Du coup, tous redevinrent immobiles et muets. Les visages tannés avaient pris une expression rigide. La gravité impénétrable de diplomates abordant l'estimation d'un empire. Puis, ils se tâtèrent d'un coup d'œil, mais personne encore ne parla. Ce fut le père qui de nouveau expliqua les choses. Non, Monsieur Bailhache,
Nous n'en avons pas causé, nous avons attendu d'être tous ensemble ici. Mais c'est simple, n'est-ce pas? J'ai 19 setiers, ou 9 hectares et demi, comme on dit à cette heure. Alors si je louais, ça ferait donc 950 francs à 100 francs l'hectare. Buteau, le moins patient, sauta sur sa chaise. Comment à 100 francs l'hectare? Est-ce que vous vous foutez de nous, papa? Et une première discussion s'engagea sur les chiffres. Il y avait un setier de vigne. Ça, oui, on l'aurait loué 50 francs. Mais est-ce qu'on n'aurait jamais trouvé ce prix pour les 12 setiers de terre de labour? Et surtout pour les 6 setiers de prairies naturelles, c'est près du bord de l'Ègre dont le foin ne valait rien. Les terres de labour elles-mêmes n'étaient guère bonnes. Un bout principal, celui qui longeait le plateau, car la couche arable s'amincissait à mesure qu'on approchait du vallon. Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma deuxième lecture de ce roman, donc La Terre d'Émile Zola. Je vous rappelle de bien faire attention à notre terre qui est plus ou moins malade en ce moment. Donc de bien y faire attention en surveillant votre alimentation et vos gestes au quotidien. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à tout bientôt.